Il s'agit effectivement d'un corps féminin, partiellement détruit par le feu. Il reste quelques cheveux qui ne sont pas carbonisés et qui sentent excessivement fort l'essence. On voit une tête entièrement noircie qui tranche avec la blancheur des dents et on s'aperçoit du masque de douleur de la victime. Bonsoir. Un simple mégot de cigarette va-t-il donner la clé d'une énigme criminelle vieille de presque 20 ans? Le meurtre sauvage de Magali Parr, 19 ans, battue à mort et dont le corps en partie calciné avait été découvert en pleine nature au mois de mars 2001 à Haute-Savoie, face à la Suisse toute proche. Un acte de violence inouï et inexplicable visant une jeune femme tranquille qui venait de se marier. L'enquête qui s'annonçait rapide au regard des indices laissés sur la scène de crime, des mégots, des traces de pneus. Ces investigations vont finir par s'enliser et la justice se retrouver dans une impasse. Il y a 1 an, changement de stratégie, une unité spécialisée dans le traitement des affaires non résolues, les cold cases, l'OCRVP est saisi du dossier Magali Parr. C'est cet office qui va diligenter de nouvelles expertises qui ont permis ces dernières semaines de déceler un ADN masculin jusqu'alors inconnu sur un mégot. Avec nos invités ce soir de l'heure du crime, nous allons raconter bien sûr cette enquête au long cours, tenter d'expliquer pourquoi celle-ci n'a pas abouti plus rapidement et s'interroger sur de possibles suspects. Le mari de la victime, qui s'est aujourd'hui suicidé, avait été questionné par les gendarmes sans résultat à l'époque. La piste d'un crime collectif n'a jamais été écartée. L'affaire Magali Parr, la vérité tient-elle à un mégot de cigarette? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur le meurtre non élucidé de Magali Parr. Son corps est retrouvé au début du printemps 2001 dans la campagne du pays de Gex, sur des hauteurs qui dominent au loin la Suisse et le bassin de Genève. Ce mardi 27 mars 2001, Nicolas Vuichard, 19 ans, cherche des champignons, des morilles, sur le sentier de l'Avanchy, sur la commune de Vulbens, en Haute-Savoie. Un lieu que le jeune homme connaît bien, la ferme de sa grand-mère est toute proche. Un endroit connu des amoureux de la nature et des randonneurs. Peu avant midi, il aperçoit à une dizaine de mètres devant lui une forme humaine sur le sol. Il s'approche et découvre un corps de femme totalement dénudé et en partie carbonisé. Un corps qui semble avoir été jeté là sans le moindre ménagement. Les gendarmes de la brigade de recherche de Chambéry sont rapidement sur les lieux. Le périmètre est quadrillé, le secteur interdit d'accès aux curieux. Première constatation, le corps de la jeune femme n'a pas été brûlé sur place. Il n'y a aucune trace de combustion sur le sol et pas de signe de foyer dans les environs. Un bidon en plastique vide est bien retrouvé sur place, mais il semble avoir été posé là sans raison, comme si on avait cherché à mettre en scène le crime. Des indices sont collectés, des prélèvements sont effectués sur la victime et sur le sol. L'habitation la plus proche est celle de la grand-mère du chercheur de champignons. Cette femme raconte qu'elle a bien entendu du bruit. Vers 2h du matin, les chiens de la ferme se sont mis à aboyer. Elle a alors pensé qu'il s'agissait d'un passage de sanglier. L'identité de la victime ne garde pas longtemps son secret. Il s'agit de Magali Parr, 19 ans, une jeune femme qui habite Ornex, près de Ferney-Voltaire, la frontière suisse, à une vingtaine de kilomètres de là. Sa disparition a été signalée par son mari la veille, lundi, en fin d'après-midi, quand celui-ci est rentré au domicile familial. Son chien, un jeune Rottweiler, lui aussi a disparu. Le corps de Magali repose ici sur ce sentier. Manifestement, son ou ses meurtriers se sont acharnés. Elle est morte sous une pluie de coups. Le médecin légiste va constater pas moins de 14 fractures. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire accompagné d'actes de barbarie. Bonsoir Éric Béraud.
Bonsoir, Monsieur Richard. Vous êtes d'abord un grand merci d'être ce soir dans l'heure du crime avec nous et d'essayer de nous aider à comprendre mieux cette histoire. Vous êtes le grand patron de l'OCRVP, c'est l'Office central de répression des violences faites aux personnes. C'est un office qui s'occupe en particulier des cold cases. Je précise, Éric Béraud, que vous n'étiez pas saisi des faits à ce stade de l'enquête. À ce tout début, vous n'allez y arriver que bien plus tard dans le dossier. Un petit mot déjà, Éric Béraud. Qu'est-ce que l'OCRVP? Racontez-nous en quelques mots quel est votre office, quelle est votre fonction? Alors l'OCRVP est un office qui a été créé maintenant il y a presque 15 ans et qui a notamment pour but de gérer tout ce qui est cold case. Donc j'ai sous ma direction trois groupes, trois équipes qui sont spécialisées dans les crimes en série, dans les disparitions criminelles et dans les crimes complexes. Et donc ces trois groupes sont véritablement des spécialistes de tout, des affaires, j'allais dire un petit peu des affaires non élucidées, des affaires non identifiées, des affaires non identifiées, tout à fait. Oui. Alors vous allez évidemment récupérer ce dossier de Magali Parr. Qu'est-ce que raconte cette scène de crime, Monsieur Béraud, comme ça, quand on la voit? Elle est un petit peu étrange quand même, hein. Le corps a été de toute façon transporté sur les lieux. Oui, il y a deux éléments. Alors nous, on récupère le dossier en avril 2019. Quand on lit le dossier, il y a déjà deux éléments effectivement tout de suite qui nous interpellent. Un, le corps effectivement a été brûlé ailleurs, donc c'est vrai que retrouver le lieu de crémation, effectivement, c'est une chose importante. Et le corps a été transporté, donc il faut un véhicule. On s'attelle effectivement à essayer de trouver ces deux éléments. D'autant plus que Magali Parr n'a pas de véhicule à l'époque. Oui, Madame Magali Parr n'a pas de véhicule, son mari non plus. Donc effectivement, il faut chercher ailleurs pour avoir si effectivement savoir ce qui s'est passé. Bien sûr. Alors il y a évidemment des indices et on va en reparler de ces fameux indices qui sont retrouvés, notamment je crois 2 ou 3 mégots qui sont là de cigarettes. J'ai évoqué rapidement, Éric Béraud, l'autopsie de Magali Parr, qui est une autopsie assez effrayante. Elle a été battue à mort, c'est ça? Alors, sur les fractures, il faut être extrêmement prudent. Allez-y alors, dites-nous. En fait, la crémation peut provoquer aussi des fractures. Donc là-dessus, il faut être extrêmement prudent. Voilà, tout à fait. La crémation post-mortem peut provoquer des fractures. Donc là-dessus, il faut être extrêmement prudent. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est morte tout de même sous les coups, hein? Ce sont les coups qui l'ont tuée, c'est ça? Ça a été établi, ça, ou pas? Oui, il y a forcément des coups qui ont été portés. La crémation a lieu post-mortem, mais après sur la multiplicité des coups, il faut être prudent parce que une crémation peut provoquer des fractures supplémentaires. Et c'est important effectivement de le préciser avec vous qui êtes spécialiste de ce genre de dossier. Encore un petit mot, Éric Béraud, j'ai évoqué donc cette autopsie qui a été menée rapidement après la découverte du crime. Je crois aussi qu'on a trouvé des traces médicamenteuses dans le corps, hein, des anxiolytiques, c'est ça, hein? On a trouvé des anxiolytiques effectivement qui correspondraient à un médicament qui est donné sur des petites dépressions. Mais nous n'avons jamais trouvé ni la pharmacie ni le médecin qui a pu délivrer ces médicaments, en sachant que la caisse primaire d'assurance maladie écrase ses données au bout de 10 ans. En 2019, malheureusement, c'était trop tard pour faire des recherches plus poussées. Donc cette piste s'est perdue. Serge Pueyo, vous êtes en ligne avec nous depuis Grenoble. Bonsoir, oui, bonsoir. Serge. Bonsoir Jean-Alphonse. Voilà, vous êtes notre correspondant RTL sur Grenoble et puis grand spécialiste des faits divers. Vous connaissez par cœur cette méthodologie. Serge, j'ai envie de vous poser une petite question. Cet endroit où est retrouvé le corps de Magali Parr, c'est un endroit tranquille. Il n'y s'y passe quasiment rien, non ? Oui, c'est un endroit très tranquille. Magali ne connaissait pas a priori cet endroit, hein. La commune de Vulbins en Haute-Savoie est située à 30 km de son domicile, qui se trouvait à Ornex dans l'Ain. Et surtout, son corps a été retrouvé sur un chemin isolé dans un bois. D'ailleurs, on l'a dit, hein, son cadavre a été déposé sur ce chemin, mais elle a été tuée ailleurs et brûlée ailleurs. Donc c'est un endroit qu'elle ne connaissait absolument pas. Serge, en un mot, on a déposé ce corps volontairement ici pour le cacher. On ne se doutait pas que ça, peut-être, il allait être retrouvé aussi rapidement.
A priori, oui, c'est pour s'en débarrasser assez rapidement et le cacher dans un endroit que l'on pensait assez sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une ferme qui n'est pas très très loin de cet endroit-là. Est-ce que le ou les auteurs de ce crime, en tout cas des gens qui ont transporté ce cadavre, le savaient? On ne peut pas le dire précisément, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un endroit tranquille, à l'écart d'une route passante. Les gendarmes, à l'époque, disposent d'indices. L'enquête technique démarre donc sur de bonnes bases. Il va falloir en savoir plus, évidemment, sur la victime et en tout premier lieu, essayer de reconstituer ses dernières heures avant sa mort. L'affaire Magali Parr, pourquoi tuer une jeune femme si tranquille? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. 20h, 21h. L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Magali Parr, 19 ans, battue à mort, peut-être droguée, puis à moitié carbonisée en mars 2001. Un meurtre pour le moment gratuit, sans mobile apparent, visant une jeune femme heureuse et tout juste mariée. Les enquêteurs se déplacent à Ornex, dans l'Ain, là où vivait Magali avec son mari Geoffroy. Le couple s'est rencontré en 1998, le soir de la finale de la Coupe du Monde de football. Elle avait seulement 16 ans. Magali était alors scolarisée au collège Louis Drummond à Bellegarde, la ville où vit sa mère. Ses parents sont séparés. Son père réside de l'autre côté de la frontière, à Fribourg, en Suisse. Magali et Geoffroy ont rapidement vécu ensemble, puis il y a 3 mois, ont décidé de se marier. Un jeune couple, sans enfants, à la vie discrète et bien réglée. Geoffroy travaille sur des chantiers. Magali est employée caissière dans une grande surface de bricolage, le Bricomarché de Saint-Genis-Pouilly. Les gendarmes reconstituent les heures qui ont précédé la mort de Magali Parr. La dernière personne à l'avoir vue en vie n'est autre que son mari Geoffroy. Le lundi, la veille de la découverte du corps, celui-ci a quitté son domicile vers 6h25. Son épouse était réveillée et a préparé le petit déjeuner. Elle lui a dit qu'elle sortirait dans la matinée pour promener l'un des 2 chiens du couple, une petite chienne Rottweiler baptisée Redza, et puis qu'elle irait ensuite acheter des cigarettes au bureau de tabac de Ferney-Voltaire. À environ 5 km de chez elle, la commune où habite son beau-père, le père de Geoffroy. Magali est attendue derrière sa caisse au Bricomarché seulement à partir de 15h. Impossible de connaître avec précision la suite des événements, le chemin exact pris par Magali. La jeune femme n'a pas de voiture, mais elle est habituée à se déplacer à pied jusqu'à Ferney-Voltaire. Il lui arrive également de faire du stop. Les recherches sur ce point ne donnent rien. Personne n'a vu la jeune femme monter à bord du véhicule. Quand Geoffroy revient à la maison dans l'après-midi, il trouve la maison en ordre, la vaisselle rangée, les affaires à leur place. Mais aucune trace de Magali et de la petite chienne. Le mari appelle son épouse, mais le portable ne répond pas. Le magasin de bricolage indique qu'elle ne s'est pas présentée à son travail. Geoffroy part à sa recherche. À 20h, il appelle la gendarmerie pour donner l'alerte. Bonsoir, maître Georges Rimondi. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne ce soir et un de nos invités dans l'heure du crime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, vous êtes avocat et l'avocat du père de Magali. Alors, je viens de très brièvement dresser son portrait, le portrait de ce couple. Dites-nous, maître, Magali, une jeune femme tranquille, c'est ça? Et également un couple tranquille qu'elle forme avec son mari? Magali, une jeune femme tranquille qui est issue d'une famille modeste mais tout à fait classique, avec une excellente éducation. C'est une jeune femme grande, blonde, jolie, qu'on remarque, et qui a rencontré un jeune homme, Geoffrey Parr, avec lequel elle était mariée depuis 3 mois lorsque le drame est arrivé. Une jeune femme qui ne faisait absolument pas parler d'elle, qui travaillait dans un rôle tout à fait classique. Elle était vendeuse dans un magasin de bricolage. Bref, quelqu'un sans histoire, qui n'avait strictement aucune raison d'appeler l'attention de qui que ce soit mal intentionné. Maître Rimondi, est-ce qu'elle s'est plainte de quoi que ce soit dans les semaines ou les mois précédant le meurtre? Je crois qu'elle était très proche de son père et il aurait pu peut-être recueillir des confidences là-dessus, non? Alors, il
faut dire qu'elle avait épousé un jeune homme dont le profil ne convenait ni au père ni à la maman de Magali. C'était un jeune homme qui avait eu une enfance particulièrement difficile, certes, mais qui avait attiré l'attention en particulier de la police et de la justice suisse, puisqu'il avait déjà été condamné par le passé pour des violences sur son ex-compagne. Et c'est vrai que l'ambiance n'était pas toujours au beau fixe, même si Magali était très amoureuse. Les parents n'étaient pas nécessairement très favorables à cette union. Et Éric Béraud, vous êtes en ligne également avec nous ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes le patron de l'OCRVP, cet office de police qui est plus particulièrement chargé des cold cases, des affaires non résolues. Est-ce que vous avez le même sentiment sur le portrait de ce couple, un couple tranquille? Vous n'avez pas d'éléments qui sont remontés là-dessus, disant qu'il y avait des problèmes entre eux? Non, il n'y a pas tellement d'éléments. Le résumé que fait Maître Rimondi est tout à fait exact. On a les mêmes informations là-dessus. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui ne posait pas de problème. On est d'accord. Non, tout à fait. Pas de souci particulier. D'accord. Un petit détail. J'ai raconté la manière dont elle est partie de son domicile. Finalement, on n'en sait pas grand-chose puisqu'elle s'est évaporée. Il n'y a pas de témoignage là-dessus direct. Non, on n'en sait pas grand-chose et surtout on ne peut pas déterminer l'heure de la mort. Donc ça épaissit un peu plus le mystère. Donc c'est pour ça qu'effectivement là-dessus il faut être aussi très prudent. On ne sait pas du tout effectivement si elle a quitté le domicile le matin. Tout ça est encore extrêmement mystérieux. On ne peut pas déterminer l'heure de la mort à cause de la crémation, c'est ça? À cause de la manière dont le corps... C'est ça. Malheureusement, oui. C'est ce qui a causé, effectivement, les légistes n'ont pas pu déterminer ce point. Serge Puyot, je reviens vers vous, notre correspondant RTL à Grenoble. Vous êtes, si je puis dire, le régional de l'étape, hein, mais c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Racontez-nous, Serge, ces routes là autour de Ferney-Voltaire, il y a beaucoup de trafic quand même, hein. C'est pas une région... Ah oui, ce sont des routes effectivement où il y a un gros trafic. Beaucoup de personnes vont travailler en Suisse, à Genève, qui est tout proche. Et le jour supposé des faits, le lundi 26 mars 2001, eh bien aucun témoin n'a vu Magali et son chien marcher le long de la route dans la matinée. Aucun automobiliste ne l'a vu. Certains disent l'avoir vu avec son chien dans le village de Saint-Genis-Pouilly, à 8 km de chez elle. Mais Éric Bertrand, le père de Magali, qui a rencontré ensuite ces témoins qui ont été auditionnés par les gendarmes, eh bien, il affirme que ces personnes ne sont absolument pas sûres qu'il s'agissait de Magali ce jour-là. Donc oui, finalement, elle s'est évaporée, elle est dans la nature, on n'a pas de trace d'elle. Aucune trace. Est-ce qu'on sait s'il y a un portable à borner quelque part où elle n'était pas joignable? Il n'y a plus aucun appel sur son portable depuis la veille au soir de sa disparition. Donc elle a disparu théoriquement le lundi, mais dès dimanche soir, eh bien, son portable a cessé de fonctionner. Donc il n'y a eu aucun appel sur son portable dans la journée de lundi. Donc il a été impossible de la localiser via le portable. Donc on n'a pas d'heure de disparition claire, c'est ce que nous disait Éric Béraud, le patron de l'OCRVP. C'est très compliqué de savoir à quelle heure cette jeune femme aurait quitté son domicile, très exactement. Exactement, elle aurait pu aussi être tuée dès le dimanche soir, alors qu'effectivement son mari Geoffrey a signalé lui sa disparition le lundi, disant qu'il avait pris le petit déjeuner avec elle lundi matin. On n'est sûr de rien, donc l'enquête va continuer à se concentrer sur les possibles faits et gestes de la jeune femme et receler toute une série de mystères, de bizarreries. La thèse de la mauvaise rencontre est pour le moment privilégiée. L'affaire Magali Parr, qui a battu à mort cette jeune femme et pourquoi une telle mise en scène? C'est l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve dans un instant. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Lost Horse, extrait de l'excellent et tout nouvel album d'Assaf Avidan. Ce soir, dans l'heure du crime sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Magali Parr. Les semaines, les mois passent sans apporter de réponse à la mort violente de cette jeune femme de 19 ans. Aucun témoignage concret et un mobile introuvable.
Lorsque Magali Parr a disparu, elle était avec sa petite chienne Reza. L'animal réapparaît près du domicile de la jeune femme au lendemain de la découverte du corps. L'animal porte des traces de frottement autour de son cou comme s'il avait voulu se libérer d'un lien. Peut-être a-t-il été accroché à un poteau ou à un arbre, mais la petite chienne ne semble pas pour autant avoir subi de mauvais traitements. Curieusement, son poil est sec et propre alors que la pluie n'a cessé de tomber depuis 2 jours dans la région. Est-elle restée à l'abri chez le meurtrier ? Autre interrogation, si personne n'a aperçu, semble-t-il, Magali dans les heures suivant le départ à pied de son domicile, le lundi 26 mars au matin, sa carte de crédit a été activée ce jour-là, à 2 reprises, au distributeur de l'agence du CIC, place de la Fontaine, à Saint-Genis-Pouilly, la localité où elle travaille. Une première fois vers midi, une 20aine d'euros, puis quelques heures plus tard, une tentative pour retirer beaucoup plus d'argent, jusqu'à 2000 euros, mais cette fois, le code est erroné et la carte avalée par le distributeur. L'agence bancaire ne dispose alors pas de vidéosurveillance externe. La personne ayant utilisé la carte demeure inconnue. L'enquête va inexorablement se heurter à des interrogations. Il va falloir beaucoup de temps pour que le profil des proches de la jeune femme attire l'attention. 4 ans après le crime, un nouveau gendarme reprend le dossier et découvre que le mari de Magali a déjà été condamné par le passé pour violence conjugale sur une précédente compagne. Il a même effectué un court séjour derrière les murs de la prison de Chandolon. Geoffroy a toujours évoqué une simple altercation. Le jeune homme a également été impliqué dans des bagarres, un profil semble-t-il violent. Il aurait dans son enfance été battu par son père, Patrick, un homme qui réside à Ferney-Voltaire, un père qu'il continue à voir et à fréquenter. Le gendarme découvre encore que Patrick avait offert de la lingerie intime à Magali, sa belle-fille, pour un anniversaire, un cadeau pour le moins troublant. En 2006, Geoffrey et son père sont placés en garde à vue. Serge Payot, on vous retrouve en direct depuis Grenoble, vous êtes notre correspondant dans la région, correspondant RTL. Que donnent, Serge, ces gardes à vue du père et du fils ? Eh bien, ces gardes à vue ne vont pas donner grand-chose. Geoffrey va clamer son innocence. Il dit qu'il est aussi une victime parce qu'il a perdu sa femme, qu'il reste traumatisé car Magali a été assassinée dans des conditions abominables. Il nie toute implication dans ce meurtre. Il explique qu'il n'a jamais été violent envers Magali et malgré des éléments troublants que lui présentent les gendarmes, il ne craquera pas. Son père Patrick Parr va reconnaître lui qu'il est passé au domicile de Magali le jour de sa disparition pour chercher du courrier chez son fils, mais qu'il n'a pas vu Magali. Il dit qu'il a ensuite mis près de 2 heures pour rentrer chez lui en Suisse, alors qu'en fait, il est à peine à 20 minutes de chez lui. Lui dit qu'il y avait des embouteillages ce jour-là, ce qui n'est pas vrai selon les vérifications des gendarmes. Donc, qu'a-t-il fait pendant ces 2 heures ? Impossible de le dire pour l'instant. Son téléphone a aussi borné non loin du lieu de la découverte du corps de Magali. Alors, lui dit qu'il a prêté son téléphone à son fils et que ce fils faisait des patrouilles pour essayer de retrouver Magali au moment de sa disparition. Exactement. Bref, toutes ces explications ne sont pas des charges suffisantes pour les juges et enquêteurs. Et Patrick et son fils Geoffroy sont relâchés au terme de leur garde à vue sans aucune mise en examen. Sans aucune mise en examen et pas de poursuite effectivement engagée. À ce moment-là, on estime qu'ils disent la vérité et qu'il n'y a pas assez de charges à retenir contre eux. Qu'ils disent la vérité, ça c'est autre chose. Qu'ils disent en tout cas leur vérité, mais qu'il n'y a pas... vérité, mais que les charges ne sont pas suffisantes pour les impliquer. Pour les impliquer. Maître Georges Rimondi, vous êtes en ligne ce soir également avec nous dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes l'avocat du père de Magali. Est-ce qu'on s'est intéressé trop tard à l'entourage familial de Magali ? Oui, c'est sans doute l'une des difficultés de cette enquête. Généralement, les meurtres et les assassinats, ou en tout cas les faits divers de cette nature, engendrent toujours un premier intérêt dans l'entourage immédiat de la victime, que ce soit l'entourage familial ou que ce soit l'entourage professionnel. Or ici, pour des raisons qui m'ont toujours échappé, on s'est d'abord intéressé à un certain nombre de gens qui gravitaient relativement loin
chez Magali, on s'est intéressé à des squatteurs, on s'est intéressé à des gitans, mais on n'a pas porté véritablement de l'intérêt ni à l'environnement familial, ni à l'environnement professionnel. Et pourtant, Dieu sait s'il y avait de nombreuses questions qu'on pouvait se poser. M. Béraud vient de le rappeler, il y a effectivement de nombreux éléments suspects qui auraient dû attiser l'attention des enquêteurs et qui malheureusement ce qui n'a pas malheureusement été le cas. Éric Béraud, peut-être un mot sur cette absence d'enquête immédiate sur les proches. Pourtant, en général, quand vous déployez une telle enquête, on fait tout de suite l'entourage, c'est ça ? Oui, enfin, moi je peux pas tellement juger ce qui se passe. Je vous demande pas de. C'est toujours difficile. Voilà, je suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. Mais bon, effectivement, oui, il y a des choses troublantes dans l'entourage familial de Magali Parr. Oui, effectivement. D'accord. Un mot, Éric Béraud, sur les retraits d'argent qui n'ont pas été effectués, mais en tout cas l'utilisation de cette carte de crédit. Ça, c'est un élément important et assez troublant d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop ce que cherche la personne à ce moment-là. C'est un élément effectivement troublant. C'est un élément qui, je pense, est véritablement en lien avec le meurtre de Magali Parr, et c'est un élément sur lequel on travaille. Donc voilà, je ne peux pas tellement vous en dire plus, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille parce que c'est effectivement extrêmement troublant. Voilà. En tout cas, vous confirmez qu'à l'époque, la personne qui a retiré l'argent, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est Magali. Non, on ne sait pas qui c'est. Non, pas du tout. On ne sait pas qui c'est. C'est vrai qu'on aurait bien voulu savoir qui c'était. Ou si effectivement c'est quelqu'un d'autre. Maître Rimondi, à l'époque, lorsque l'enquête commence un petit peu à progresser, il y a ces gardes à vue. Je suppose que votre client, le père de Magali, il est très attentif à ce qui se passe. Alors, non. De manière très surprenante, il n'est pas du tout attentif à ce qui se passe. Il se préoccupe assez peu de la procédure, il le sent assez peu concerné. Il ne se constitue pas partie civile, ce qui généralement est évidemment l'un des premiers actes que font les proches d'une victime dans le cadre d'une affaire de cette nature. Donc c'est vrai qu'à la surprise de tous, on constate qu'il garde un peu ses distances par rapport à l'enquête, et c'est très surprenant. Et ça c'est quelque chose qui effectivement vous a troublé jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Geoffrey Parr ne pourra pas être à nouveau interrogé. Le 15 septembre 2018, il s'est donné la mort par pendaison dans sa maison de Saint-Jean de Gonville. Il avait refait sa vie, s'était remarié et avait des enfants. Geoffrey avait laissé une lettre, mais rien, semble-t-il, en rapport avec la mort de sa première épouse. L'affaire Magali Parr, le ou les meurtriers connaissaient-ils la victime? L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, à tout de suite. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir dans l'heure du crime, le meurtre de Magali Parr en 2001 en Haute-Savoie. Plus de 10 ans après les faits, l'enquête demeure infructueuse, condamnée de toute évidence à devenir une affaire non résolue, un cold case, un meurtre sans coupable. Au mois de novembre 2010, le parquet de Thonon-les-Bains envisage de clôturer le dossier Magali qui n'aboutit pas. Trop de temps perdu et aucun indice découvert susceptible de conduire à un ou plusieurs suspects. Mais la famille de la victime s'insurge. Sa mère refuse cette décision, affirme n'avoir été convoquée qu'une seule fois par le juge d'instruction depuis le début de l'enquête. Son père, Éric Bertrand, se bat aussi pour que les investigations se poursuivent. Il réclame des actes de procédure. Il espère qu'avec les progrès de la science, de l'ADN, la vérité pourra peut-être se profiler. Il a même créé une association Ensemble pour Magali, destinée à financer le recrutement d'enquêteurs privés. Le dossier reste ouvert. 15 ans après le meurtre, le 9 avril 2016, le juge d'instruction de Thonon-les-Bains demande l'exhumation du corps de Magali Parr. Les techniques ADN ayant évolué, le magistrat espère que la dépouille de la jeune femme peut livrer de nouveaux secrets. Les analyses sont confiées à un laboratoire parisien, mais celle-ci ne révèle aucune surprise. En 2019, dernier espoir pour relancer des investigations au point mort, le juge d'instruction et le parquet de Thonon décident d'un commun accord de saisir l'Office central de répression des violences faites aux personnes. L'OCRVP travaillera en étroite collaboration avec les gendarmes de Chambéry. Cet office a pour particularité d'être spécialisé dans les cold cases, les affaires non résolues. En 2016, l'office avait ainsi été chargé de 97 dossiers criminels restés sans réponse.
France. L'Office a cette capacité de procéder au rapprochement avec d'autres affaires similaires. En ce mois d'avril 2019, le procureur de Thonon écarte tout lien avec un homme habitant la région, Nordal-le-Landais, accusé du meurtre de la petite Maëlys et de l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Éric Béraud, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime avec nous. Je le rappelle, vous êtes le patron de l'OCRVP, le fameux office dont je viens d'évoquer la saisie. Quelle est la difficulté dans ce genre de dossier lorsqu'on reprend un dossier, et là vous le reprenez des années après, plus d'une dizaine d'années après, quelle est la difficulté de se plonger dans un dossier? Quelles sont les priorités? Alors les priorités, c'est la relecture du dossier. Nous faisons un véritable scan du dossier, c'est-à-dire qu'on va effectivement absolument tout relire et chercher toutes les failles, tous les éléments qui n'ont pas été exploités à l'époque. Alors évidemment, 19 ans après les faits, ou enfin quand on a le dossier, c'était 18 ans après les faits, évidemment c'est toujours plus compliqué puisque ce qui n'a pas été fait au début, malheureusement, ne peut pas être refait. Voilà, il y a des témoins qui parfois sont disparu. Les lieux ont parfois changé, sont morts. Donc oui, les dossiers sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles à enquêter pour l'enquête, quoi. Si je vous comprends bien, Éric Béraud, et si je vous suis, vous refaites vraiment toute l'enquête? Quasiment, non? Vous reprenez point par point, ou bien vous avez des priorités? On ne refait pas l'enquête. On essaye de voir les choses qui n'ont pas été faites ou qui doivent être refaites, tous les éléments toutes les zones d'ombre, toutes les choses qui n'ont pas été à l'époque creusées suffisamment. Et donc c'est un œil neuf, on est d'accord, que vous posez sur le dossier, en collaboration avec d'ailleurs des enquêteurs qui ont travaillé à l'époque. Je suppose que c'est utile aussi, la mémoire de l'événement et la mémoire du crime. Oui, tout à fait, oui. On essaye effectivement de retrouver les gens qui ont travaillé à l'époque. On travaille avec la section de recherche de Chambéry. Et c'est un œil neuf qu'on essaye de poser, voilà, avec aussi des méthodes. On peut utiliser, nous, on a le logiciel Sava qui nous permet de faire des rapprochements. Et on utilise des logiciels qui nous permettent effectivement de voir et de déterminer toutes les zones d'ombre dans un dossier qui sont des dossiers très épais, hein, qui font 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 feuillets. Hein. Donc c'est des dossiers qui sont extrêmement compliqués. Un mot encore, Éric Béraud, ce fameux logiciel dont vous parlez, c'est le Sava, hein, c'est bien ça? Salvac. Le Salvac, pardon. Le Salvac. Le Salvac est un fichier d'analyse sérielle dans lequel il y a 15 000 dossiers et qui, en fait, permet de faire des rapprochements dans tout ce qui est crime non élucidé et viol aussi, viol non élucidé. C'est-à-dire savoir s'il y a un mode opératoire qui est commun à certains crimes, par exemple, ou des personnes qui peuvent apparaître dans cette zone géographique, je suppose, hein, c'est ça? Il y a dans cette section une quinzaine de policiers et de gendarmes qui sont formés à une analyse des dossiers et qui vont rentrer les éléments qui sont judicieux. Et c'est très compliqué puisque il ne faut pas entasser des éléments qui ne servent à rien. Il faut véritablement tirer la substantifique moelle de chaque procédure. Donc c'est ce qui est fait par ces fonctionnaires. Et ensuite, après, on fait des comparaisons et on essaye de faire des rapprochements entre les dossiers. Alors, des rapprochements, Serge Puyot, notre correspondant RTL à Grenoble, des rapprochements, il y en a un qui va être fait, qui est tellement évident qu'on va le creuser tout de suite, c'est la piste Nordal-le-Landais que je viens d'évoquer. Il y a de possibles rapprochements qui ont pu être faits avec le crime en question? Alors écoutez, Jean-Alphonse, Nordal-le-Landais est né en février 1983. En mars 2001, donc au moment du crime de Magali, il vient juste d'avoir 18 ans, c'est très jeune. Les gendarmes ont bien sûr vérifié s'il avait son permis de conduire, une voiture au moment des faits. Eh bien, ces recherches n'ont pas permis de soupçonner le Landais dans ce dossier-là. Donc effectivement, sa responsabilité a été totalement écartée dans l'affaire Magali Parr. L'exhumation du corps, Serge, que j'ai raconté également, n'a rien donné, on est d'accord. Il n'y a pas eu de suite technique là-dessus concernant l'ADN, par exemple.
Non, effectivement, ça n'a pas donné d'éléments probants. Il faudrait confirmer ça avec Maître Raymondi, mais effectivement, ça n'a pas fait avancer l'enquête. Oui, justement, Maître Raymondi, on l'a en ligne avec nous, évidemment, ce soir dans l'heure du crime. Maître, vous êtes l'avocat du père de Magali, je le rappelle une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau là qui commence à surgir? Alors évidemment, après, il y en aura d'autres et on va en parler des fameux mégots. Mais tout d'abord, par exemple, l'exhumation du corps, on ne trouve rien sur le corps de Magali? Alors, on a quand même eu quelques éléments complémentaires. L'exhumation du corps, c'est moi qui l'avais demandé au juge d'instruction, évidemment après en avoir parlé avec le papa dont je suis l'avocat, mais également la maman dont je suis également l'avocat, et c'est évidemment, vous le pensez bien, sur le plan personnel et humain, quelque chose d'abominablement lourd à imaginer. Donc on en avait parlé, et finalement ça nous était apparu comme étant une démarche qui apparaissait comme incontournable. Malheureusement, ça n'a pas donné ce que nous espérions, parce que le caveau n'était pas un caveau de qualité, et malheureusement le cercueil et le corps avaient été grandement endommagés. Néanmoins, on avait quand même déduit quelque chose qui était relativement important, et ça a été dit au début de l'intervention de M. Béraud, et ça me paraît effectivement important. On était persuadé au début, quand on a fait la première autopsie de Magali, que l'état de son corps révélait un acharnement de violence extraordinaire, ce qui naturellement, pour un criminologue, on peut en déduire que c'était nécessairement quelqu'un de l'environnement qui avait marqué beaucoup de haine sur le corps. Et puis finalement, on en a déduit que, compte tenu du fait que la crémation peut provoquer des fractures, il n'y avait peut-être pas eu cet acharnement que nous avions c'est ce que disait M. Béraud. Voilà, absolument. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que Magali n'a pas été tuée dans des conditions atroces et abominables, puisque, naturellement, les violences qui sont à l'origine de la mort restent quand même, et on le sait malheureusement, des violences qui ont été extrêmement fortes. Pour le père et la mère de Magali Parr, le redémarrage de l'enquête laisse toutefois la place à de nouveaux espoirs. Pour la première fois, effectivement, les investigations vont connaître une avancée. L'affaire Magali Parr, l'ADN va-t-il permettre de savoir qui a massacré la jeune femme? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Au programme ce soir de l'heure du crime, l'affaire Magali Parr. Après 19 ans d'enquête et alors que les investigations ont été relancées, une première piste, enfin, apparaît dans un dossier qui jusque-là demeurait désespérément inerte. Les enquêteurs de l'OCRVP relancent donc les vérifications. Les analyses toxicologiques, on sait que Magali Parr a ingéré des anxiolytiques alors qu'elle ne suivait aucun traitement précis. Ces analyses sont reprises. Le but est d'essayer de remonter jusqu'à l'ordonnance qui aurait autorisé l'achat de médicaments. L'enquête s'intéresse aussi à 2 mégots de cigarettes retrouvés sur le lieu du crime. Des cigarettes marocaines, une marque qui ne se vend que de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Sur l'un de ces mégots apparaît l'ADN de Magali, qui pourtant ne consommait jamais de cigarettes de cette marque-là. Sur un deuxième mégot figure un autre ADN masculin, celui-ci. Cette trace est comparée à celle qui figure dans le fichier national des empreintes génétiques. Mais cette empreinte ne matche pas, comme elle ne matche pas avec l'ADN du beau-père de la victime et son mari Geoffrey, qui s'est suicidé en septembre 2018, 2 hommes qui avaient été interrogés lors de l'enquête. Une empreinte qui ne trouve pour le moment pas de correspondance, mais une trace précieuse qui pourra peut-être amener jusqu'au meurtrier de Magali Parr. Son père, Éric Bertrand, indique dans le journal Le Parisien: on a la sensation que ça avance. Quand je vois le cas Estelle Mouzin, je me dis qu'il ne faut pas lâcher et que l'on peut toujours arriver à la vérité. La vérité, Éric Béraud, vous êtes le chef de l'OCRVP et en ligne ce soir dans l'heure du crime. Alors je sais que vous êtes tenu évidemment au secret de l'enquête, je ne veux pas vous torturer là-dessus, mais sans trahir quoi que ce soit, est-ce que vous partagez l'espoir formulé par Éric Bertrand, le père de Magali, que les choses avancent et que ça aille mieux désormais, qu'il y ait peut-être la lumière au bout du tunnel dans cette affaire ?
Concernant cet ADN, c'est effectivement une avancée extrêmement intéressante. Il faut savoir qu'il y avait déjà un ADN qui avait été extrait en 2008-2009, mais c'était un ADN qu'on appelle mitochondrial. Et l'ADN mitochondrial, en fait, est un ADN qui est dégradé et qui ne permet pas une intégration dans le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Là, nous avons réalisé de nouvelles analyses en octobre 2019 et effectivement, nous avons pu, grâce à de nouvelles techniques, déterminer qu'il y avait un ADN masculin complet. Cet ADN a été intégré au sein du FNAEG, ce qui évidemment est extrêmement le fameux fichier, c'est ça. Le fameux fichier des empreintes génétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce FNAEG, grâce à un traité qu'on appelle le traité Prüm, est accordé et raccordé aux 28 pays européens qui possèdent le même fichier. C'est-à-dire que cet ADN va tourner non seulement en France, mais dans 28 pays européens. Y compris la Suisse, même si elle ne fait pas partie de l'espace Schengen. Je crois que la Suisse, faudrait vérifier, mais je crois que la Suisse est aussi à l'intérieur de ce traité Prüm. Parce que la Suisse joue un rôle important dans cette affaire. C'est un pays frontalier. On peut imaginer qu'il y a des contacts assez rapprochés entre la Suisse et la France à cet endroit géographique. Alors, vous avez parlé, il y avait un premier ADN effectivement qui avait été retrouvé à l'époque. Il y a cet ADN et c'est un ADN nucléaire. En quelques mots, c'est quoi un ADN nucléaire ? C'est un ADN complet et qui va permettre l'intégration au fichier national des empreintes génétiques. Alors que lorsque vous avez un ADN mitochondrial, vous ne pouvez le comparer que ponctuellement à un individu précis. Vous ne pouvez pas lancer de recherche sur les millions de traces qu'il y a dans le fichier national des empreintes génétiques. Bien sûr, et c'est d'autant plus un espoir que, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, avec des recoupements de généalogie, etc., des ADN familiaux, on peut peut-être remonter une piste comme cela, même si cet ADN n'est pas dans un fichier précis. Alors après, on peut faire ce qu'on appelle des recherches en parentèle, effectivement, où on va essayer de déterminer si, non pas l'auteur est inscrit au fichier national des empreintes génétiques, mais ça peut être son père, sa mère, son frère, ses sœurs. Voilà, donc là, c'est des recherches un peu plus poussées qu'on sera sûrement amené à faire ensuite après. D'accord, alors toujours sans trahir évidemment le secret de l'enquête et le travail que vous menez sur ce dossier qui est toujours ouvert et toujours en cours, il faut le rappeler, sans trahir le secret. Éric Béraud, il va y avoir évidemment d'autres auditions dans ce dossier. Vous pensez que ça va évoluer cela ? Éric Béraud. On a perdu Éric Béraud. Bon, on va le retrouver évidemment. Maître Rimondi, je reviens vers vous. Vous êtes l'avocat du père de Magali. Vous le connaissez parfaitement et vous connaissez parfaitement ce dossier. On sent que Éric Béraud, là, le patron de l'OCRVP, a quand même des espoirs dans ce dossier. Est-ce que pour vous, c'est une avancée effectivement également très importante et que vous voyez la lumière au bout du tunnel ? Oui. Alors, je ne vous cache pas que je suis extrêmement optimiste et je partage l'optimisme du papa. Il faut bien comprendre que cette affaire remonte à 2001, à une époque où on gérait mal l'ADN et surtout sur le plan technique et scientifique, nous n'avions pas les mêmes performances qu'aujourd'hui. À l'époque, on avait fait des prélèvements ADN, les prélèvements s'étaient perdus. Enfin bref, ça a été extrêmement compliqué. Ce qui veut dire que les prélèvements qui peuvent être faits aujourd'hui, et puisqu'on sait aujourd'hui qu'un ADN a pu être identifié, alors je confirme sur la question que vous vous êtes posée tout à l'heure de savoir si la Suisse faisait partie des pays avec lesquels on pouvait entrecroiser les résultats. La réponse est oui. Et on peut raisonnablement penser, effectivement, et je ne vous cache pas qu'à l'heure où je vous parle, j'ai un certain nombre de noms que je vais communiquer au magistrat instructeur afin qu'on puisse faire des vérifications ADN avec cet ADN qui a été trouvé et la liste des noms qui pourraient concerner des gens qui pourraient être suspects. Donc effectivement, l'enquête va s'étendre, elle existe déjà d'ailleurs, mais elle va s'étendre encore de manière plus intense du côté suisse. Je crois qu'on a retrouvé Éric Béraud, le patron de l'OCRVP. Vous êtes avec nous, Éric Béraud, en ligne dans l'heure du crime. Oui, tout à fait. Voilà, j'avais juste encore une petite question tout de même à vous poser. On sent qu'il y a de l'espoir dans ce que vous dites et que effectivement l'enquête a fait quand même un grand pas, peut-être vers la vérité. On ne peut que le souhaiter, sans trahir une nouvelle fois le secret de l'enquête. Le dossier est toujours ouvert et toujours à l'instruction. Il va y avoir d'autres auditions à venir là dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent.
Là, je vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est un dossier qui est extrêmement actif chez nous. Voilà, c'est un dossier qui est très actif chez nous. Il y a toute une équipe qui travaille dessus, et voilà, c'est un dossier effectivement sur lequel, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui vont être faites. Voilà, je peux pas tellement en dire plus, mais effectivement, c'est un dossier qui chez nous fait partie des dossiers prioritaires. Serge Pueyo, notre correspondant RTL à Grenoble, très rapidement, c'est un dossier c'est une affaire qui avait beaucoup ému la région, et on attend aujourd'hui une réponse, très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, les gens de la région ont été très marqués. Il y a eu de nombreux reportages sur ce mystère qui, depuis 2001, demeure. Et donc, c'est vrai que c'est une affaire qui concerne beaucoup de gens dans la région, et beaucoup de gens sont attentifs à la suite et peut-être à l'épilogue de cette affaire. Merci beaucoup Serge Pueyo, merci Éric Béraud, le patron de l'OCRVP, et puis maître Georges Rimondi d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime consacrée à l'affaire Magali Parr, en espérant effectivement que la vérité jaillisse, et si c'est le cas, eh bien vous reviendrez alors dans une autre heure du crime pour nous en parler. Émission préparée par Justine Vignot et Marie Bossard, Marc Bisset à la réalisation, merci à toute l'équipe, et puis un grand merci à vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre le soir à 20h, 21h sur RTL dans l'heure du crime.